Mesdames, Messieurs, je remercie Michel Cinq pour sa gentille et flatteuse présentation et qui d'une part, je dois avouer, m'impressionne et qui d'autre part me rappelle que nous nous sommes connus grâce aux chansons des femmes. Je suis très contente d'être ici et de savoir que vous souhaitez partager avec moi les thèmes de mon séminaire qui, comme Michel Cinq a dit, va verser sur une poétique ou sur des poèmes et dirigés ou peut-être construits avec une rhétorique simple. Je commencerai par dire que quand on évoque la lyrique profane médiévale, la tradition qui vient à l'esprit, et surtout à l'esprit d'un non-spécialiste, c'est la tradition des troubadours. Il y a sans doute des raisons qui expliquent ces faits. Comme nous le savons tous, vers la fin du XIe siècle, Guillaume de Peithieu, le premier troubadour connu selon les manuscrits, largue les amarres avec la lyrique précédente qui, comme on le sait, à ce moment-là, était encore latine parce que nous n'avons pas de texte roman, lyrique, bien sûr. Et l'édicte d'Aquitaine met en marche une nouvelle poésie, soit au niveau des contenus, soit au niveau des formes. C'est la fin amour, ou, comme Gaston Paris l'a désigné dans un célèbre article dédié au Lancelot des chrétiens de Tours, l'amour courtois. À partir de là, le mouvement troubadouresque devient une expérience pleine de dynamisme et de vitalité. Une sorte de défi intellectuel où les poètes prennent position en face du modèle érotique poussé par l'édicte d'Aquitaine. Dans ce jeu d'échecs, chaque poète fait l'exhibition de son talent pour gagner la partie. Les auteurs emploient une rhétorique pleine de traits ingénieux et d'images séduisantes. Les chansons font partie d'un riche réseau de rapports intertextuels, d'une dialectique qui comprend les binômes trobar et amar. Et à plusieurs reprises, le texte renferme des obscurités voulues qui cachent des messages chiffrés que le public, ami et adversaire du troubadour, aurait décodifié tout de suite, tandis que pour nous, quelques textes restent encore des énigmes. La priorité chronologique de la lyrique occitane par rapport aux autres traditions littéraires en langue vulgaire, la diffusion qu'elle a eue dans toute l'Europe occidentale, le prestige qui l'entoure, la richesse de sa tradition manuscrite, l'impact qu'elle a eu dans la culture postérieure, il suffit de penser à Dante et à Pétrarque. Tous ces facteurs et d'autres qu'on pourrait encore ajouter ont fait que la chanson courtoise soit devenue l'épicentre de la lyrique médiévale. Et c'est aussi pour ces raisons qu'elle a retenu d'une façon spéciale l'attention de la critique. Mais la poésie du Moyen-Âge comprenait d'autres typologies. Et je pense que heureusement pour le public médiéval et pour nous aussi. Et parmi celles-ci, on trouve les chansons de femmes. Mais qu'est-ce que c'est une chanson de femme? Étant donné que nous n'avons pas, comme pour les grands chants courtois, des traités de rhétorique où l'on délimite ou au moins où l'on signale les traits caractéristiques de ces textes, il faut analyser le corpus transmis par les diverses traditions pour essayer de la définir. Chanson de femme, une étiquette créée à la fin du XIXe siècle et qui a été utilisée pour une typologie textuelle formée par des poèmes dont un certain nombre est anonyme et dans lesquels, par opposition à la chanson courtoise et au genre qui gravite autour d'elle, le sujet lyrique est une femme qui exprime ses sentiments amoureux.
La voix féminine est donc le mécanisme génératif de ces discours, le principe dominant qui donne cohérence à cette typologie, marquée aussi par une série de thèmes qui, comme nous verrons tout de suite, ont une dimension assez vaste. Mais il ne faut pas s'étonner que la force de la chanson ait laissé une empreinte sur nos textes, surtout au niveau métrique et dans une moindre mesure au niveau lexical. En fait, peu de termes proviennent de la phraséologie courtoise. Et nous trouvons par exemple des références à la fine amour, à la drillerie, c'est-à-dire à l'amour charnel, au losange, au médisant ou au jaloux, c'est-à-dire au mari. En tout cas, cette circonstance reflète la cohabitation des deux réalités poétiques dans les cercles littéraires. Et certains poètes ont employé cette cohabitation comme un raffiné jeu esthétique. Comme exemple de ce transfert, j'ai sélectionné une célèbre chanson. Chanson que vous pouvez voir à l'écran. Une chanson d'attribution incertaine à Guillaume de Dijon. Incertaine car de 6 manuscrits qu'il envoie, seul le connu manuscrit Cangé, français 846, insère le nom du troubadour bourguignon. Ce texte développe le thème de la détresse de la femme pour son ami parti en croisade. La femme dit « Je vais chanter pour réconforter mon cœur, car malgré ma grande affliction, je ne veux ni mourir ni devenir folle, quand je ne vois revenir personne de la terre cruelle. Où est celui qui console mes peines lorsque j'en entends parler? Dieu, quand ils crieront outrés, c'est-à-dire les cris des croisés avant le choc initial, protégez les pèlerins pour qui j'éprouve tant de craintes, car félons sont les Sarrasins. Après, on arrive à la quatrième strophe, où elle dit « Pour cette raison, je suis tranquille, puisque je reçus son hommage », c'est-à-dire l'hommage de l'aimer, et quand souffle le doux vent qui vient du pays où se trouve celui que j'aime, j'y tourne volontiers mon visage. Dieu, il me semble que je le sens par-dessous mon manteau gris. Comme vous pouvez le vérifier, les troubadours emploient les schémas de coblas-doblas, c'est-à-dire toutes les deux strophes ont les mêmes timbres rythmiques, c'est-à-dire elles sont couplées deux par deux. Mais le texte emploie aussi un refrain post-strophique, et en plus, il utilise la charpente métrique et même les mots en rime que j'ai soulignés de la première strophe des lignes les plus fameuses et imitées chansons du troubadour occitan Bernard de Ventador. Et il utilise cette charpente pour les strophes 3e et 4e de son texte. Par conséquent, on ne peut pas saisir la chanson des femmes par des critères formels, même si c'est vrai que l'emploi de structures à refrain prédomine. Et ce n'est pas non plus correct de la caractériser pour la présence du monologue à connotation douloureuse, car comme on va le voir, les poètes ont employé d'autres techniques narratives et les chansons recouvrent un répertoire de thèmes qui va au-delà de la douleur d'amour. Ainsi, les textes expriment aussi les plaisirs des jeux amoureux, la joie pour le retour de l'ami ou pour la rencontre avec ce dernier au milieu de la nature, la satisfaction de la propre beauté devant le bien-aimé,
l'irritation pour être entre le mur d'un monastère ou pour être marié de force, etc. On peut donc affirmer que le principal trait qui définit dans l'ensemble de la production lyrique médiévale la chanson des femmes est, pour utiliser la terminologie de Pierre Beck, la féminité textuelle, c'est-à-dire le sujet de l'énoncé, le jeu lyrique est une femme. Et cette féminité est présente de la première strophe du poème à travers une série de marques grammaticales, substantifs, morphèmes de genre, morphèmes verbaux, qui auraient orienté l'horizon d'attente du public. Nous sommes donc devant une typologie qui offre un discours peu codifié et elle s'échappe aux impératifs d'un système contraignant. En fait, la chanson des femmes se situe à un niveau supérieur à celui du genre. Elle est au carrefour de plusieurs genres. Et j'emploie le mot genre d'une façon tout à fait conventionnelle, étant donné que nous savons à quel point le terme est polémique et même arbitraire. En fait, la chanson des femmes comprend aussi bien des genres que la critique a définis en utilisant des critères du contenu qui en réalité sont relationnés au thème qu'on vient de mentionner et qui quelquefois sont affectés par des mouvements d'hybridation. C'est ainsi qu'on parle des chansons d'amis, des chansons de mal mariés, des chansons de nonnes magrelles, d'aubes, des chansons de croisade. Mais aussi d'autres genres qui s'y délimitent pour leur forme métrique, caractérisés par la présence d'un refrain qui agit soit comme élément générateur du texte, c'est le cas par exemple des virelais, soit comme élément intégré dans des structures formelles telles que la danse ou les rondeaux. Même si je vais centrer mon analyse sur une chronologie précise qui va du début du XIe siècle jusqu'à la moitié du XIVe, mon but sera de faire voir la recherche des formes et des thèmes de la chanson des femmes, d'élargir la perspective pour montrer la pluralité de cette catégorie. C'est vrai que j'ai utilisé dans la première image de ma présentation les Cantigas d'Amigo du jongleur galicien Martin Codas, transmises dans le célèbre parchemin Wendell qui se trouve à la Pierpont Morgan Library de New York. Ces cantigas, où les vagues de la mer de Vigo sont témoins de l'amour de la jeune fille qui attend son ami. Je le fais d'une façon intentionnée et pas parce que je suis galicienne et je connais très bien la mer de Vigo. Non plus pour nier que la chanson des femmes comprend des textes parallélistiques et des rimes en assonance, mais pour essayer de redimensionner la vision peut-être un peu banale qu'on a de ces tests, vision que j'espère enrichir à travers les tests que vous avez dans vos photocopies, même si mon exposé aura un caractère plutôt général. Tout d'abord, il faut dire que la chanson des femmes a été marquée par des stigmates. D'une part, on a voulu à tout prix situer leurs origines dans un passé antérieur aux sources écrites conservées. La critique romantique et une grande partie de ces spécialistes des premières années du XXe siècle ont postulé que l'origine de nos textes se trouvait dans une tradition ancienne, attestée par les prohibitions recueillies dès le VIe ou XIe siècle dans les actes de concile, comme le célèbre concile de Chalon de l'année 650, dans les ordres épiscopales, dans les capitulaires, où les autorités ecclésiastiques condamnent sans cesse, ce qui veut dire que le peuple n'en faisait qu'à sa tête, les cantilènes seculares, canticas rusticas et ineptas, cantica amatoria et turpia, cantica luxuriosa, interprétée souvent par chores feminis, c'est-à-dire par chœurs de femmes.
C'est vrai qu'on désapprouve la continuation des chants qui sont encore liés à la culture profane. On condamne leur contenu et leur performance. Mais comme nous n'étions pas là, on ne peut pas obtenir plus de renseignements sur ces références dont on ne peut pas vérifier la portée. Et c'est vrai que dans certaines histoires de la littérature et sur Internet, vous pouvez encore vérifier que toutes ces références, on les considère irréfutables. D'autre part, et en relation avec le point antérieur, nos textes n'ont pas pu éviter la qualification de populaire. Mais je vous rassure, parce que je n'ai pas l'intention de reprendre ici un débat qui dure depuis le romantisme, surtout parce qu'il est impossible de résumer en peu de minutes les diverses fonctions que la critique a attribuées à l'adjectif populaire en fonction de la position qu'on voulait défendre. Mais en tout cas, je souhaite faire plusieurs réflexions sur nos poèmes. Tout d'abord, nous n'avons pas d'informations qui nous indiquent que les chansons de femmes, telles que nous les connaissons, aient été reçues dans une ambiance sociologique multiforme. Bien au contraire, les quelques références qu'on conserve renvoient toujours au monde de la noblesse et un peu plus tard au monde d'une bourgeoisie qui est en contact avec celle-ci. Ensuite, une grande partie des textes qui nous sont parvenus ont été créés par des troubadours ou par des jongleurs liés aux cours seigneuriales ou royales, donc des textes produits dans un cadre de culture spécifique. Puis, on constate dans toutes les traditions qu'à côté des textes anonymes, il y a des auteurs qui composent soit des chansons courtoises, soit des chansons de femmes. Et à notre avis, cela prouve que la chanson de femmes n'a pas été cultivée en marge de la chanson courtoise. Les deux typologies semblent faire partie du même système dans lequel elles fonctionneraient comme une variation du chant. C'est vrai qu'il faut reconnaître que si nous tenons compte du nombre de textes transmis, il s'agit d'une typologie mineure, au moins en quantité. Et finalement, les textes que nous étudions ont été transmis dans des manuscrits. Et ces manuscrits recueillent la plupart des fois une production hétérogène, c'est-à-dire les chansons de femmes côtoient les chansons d'amour, les textes dialogués, c'est-à-dire les tanzos et les jeux partis, les sirventois, dans des anthologies qui répondaient aux intérêts et au goût de la noblesse et par conséquent à la sensibilité esthétique d'une époque. Alors, populaire par rapport à quoi? Parce que nos chansons ont été mises en relation avec ce qu'on appelle conventionnellement poésie savante et de façon particulière avec la poésie courtoise. C'est peut-être pour ces raisons qu'on vient d'exposer que la critique moderne a appliqué aux poèmes qui vont nous occuper la qualification de popularisants ou traditionnels, dans le sens qu'ils offrent une poétique simple qui est le fruit historique de divers contacts et influences. Une poétique qui offre un contraste, et ça c'est vrai, soit stylistique, soit thématique, par rapport à la poésie du jeu lyrique masculin. Mais ces chansons n'avaient pas d'autre prétention que d'être ce qu'elles étaient. Et bien que parfois on puisse y trouver des contenus et des formes d'inspiration traditionnelles qui sans doute reflètent une réalité accessible à tous, il ne faut pas oublier que cette réalité est filtrée et remaniée par des poètes qui connaissent les conventions poétiques du système qui les entoure. Je dis des poètes, mais il faudrait dire des poètes musiciens.
Et à ce propos, je dois dire que je n'ai pas la capacité d'évaluer les mélodies des compositions, mais à partir des données qu'offrent les musicologues, on peut affirmer que même dans notre corpus, on trouve diverses possibilités qui comprennent des chants très simples et avec des mélodies répétitives à d'autres qui présentent une musique très élaborée. Les premières chansons de femmes qui nous sont arrivées appartiennent à la tradition latine. Concrètement, il s'agit de pièces recueillies dans les manuscrits de Carmina Cantabrigensia, dont les poèmes ont été écrits au début du XIe siècle dans la vallée du Rhin. Il s'agit d'une anthologie où, à côté des textes religieux, parodiques, didactiques, des fragments classiques, par exemple de Stas ou Virgile, on trouve des textes amoureux. Et parmi ces derniers, le compilateur insère les 3 monologues féminins que vous pouvez voir dans la diapositive, qui montrent que la chanson des femmes offre déjà avant la tradition troubadouresque une poétique souple où se mélangent de façon hétérogène des éléments qui proviennent de sources diverses. Et cela me semble important parce que c'est une constante de notre catégorie. En fait, le corpus ne montre dans aucune tradition un déroulement diachronique qui implique l'évolution des formes simples à des formes plus élaborées. Ça dépend du poète, ça dépend de la tradition. Ainsi, à côté d'un texte qui commence avec l'exorde printanier et où la femme exprime son désir, Levis exurgit Zephyrus et sol procedit tepidus, et qui emploie le modèle métrique de la strophe ambrosienne, connue comme ça parce que son créateur, comme on le sait, a été saint Ambroise, le fameux évêque de Milan à la fin du IVe siècle, et qui est un modèle métrique très utilisé aussi dans la poésie religieuse. On trouve les suivants fragments qui utilisent aussi un modèle métrique typique de l'hymnique, des hymnes religieux. On trouve la chanson suivante que vous avez dans vos photocopies, c'est-à-dire le premier texte. Une chanson en vers heptasyllabes et qui n'utilise pas la métrique quantitative de la poésie classique. Elle utilise un modèle rythmique, le modèle rythmique de la poésie romane, avec des rimes assonantes et avec un refrain onomatopéique qui semble renforcer avec un ton amusant, comme on va le voir, le désir de la femme pour l'être aimé. Le texte dit « Viens, mon très cher amour, me rendre visite parce que je suis jolie, et a et o. Je me meurs de mélancolie, et a et o. Je désire Vénus, et a et o. Si tu viens avec la clé, et a et o, tu pourras entrer tout de suite, et a et o. Attention à cette clé, parce que cette clé, c'est une métaphore érotique. Le texte, même si elle semble simple, comme vous pouvez voir sur l'écran, il renverse les motifs du paraclosityron, c'est-à-dire la plainte de l'amoureux qui veille la nuit devant la porte fermée de son aimé. Un motif cultivé d'abord dans la poésie grecque et repris par les élégiaques latins, surtout par Catulle et Properce, mais qui figure aussi dans Ovide, en particulier dans les Amores. Comme on voit, le texte offre un trait formel, les refrains, qui, bien qu'il ne soit pas inconnu dans la tradition latine, il occupe dans la même une place marginale. Il apparaît par exemple dans les chants de noces, les hyménées et les épithalames, écrits par Catulle et Virgile, et même, par exemple, dans la 8e églogue de Virgile. Mais c'est un trait qui échappe à ce qu'on appelle dans la poésie classique
et aussi à la tradition courtoise. Mais le test, il m'a semblé très significatif parce qu'il montre la capacité de la chanson des femmes pour accueillir et réélaborer des éléments de nature diverses. Peu après ces poèmes latins dont nous venons de parler, les tests suivants par ordre chronologique sont les khartchas mozarabes auxquels Michel Sen a fait référence dans sa présentation. Ces khartchas qui, après que le linguistique hongrois Samuel Stern les découvrit en 1948, ont fait couler beaucoup d'encre et ont été l'objet de vives, je dirais même de passionnées discussions, aussi bien par rapport aux origines de la lyrique romane que par rapport à leur langue. Et je dois dire que cette question n'a pas encore été résolue d'une façon satisfaisante et sur laquelle je n'ai pas le loisir de m'arrêter parce que je ne pourrais que résumer d'une façon banale un débat qui dure depuis les années 60 du XXe siècle et pour lequel je ne dispose que des études des spécialistes car je n'ai pas les compétences nécessaires en arabe et en hébreu. Mais qu'est-ce que c'est une khartcha? Les khartchas constituent les vers de clôture des muasahas. Et qu'est-ce que c'est une muasaha? Il s'agissait d'une composition écrite en arabe classique ou en hébreu qui, dans leur schéma le plus simple, se présente de la manière que vous savez dans la diapositive. C'est-à-dire, le texte commence par un refrain initial et suivi de divers couplets divisés en deux parties. La première partie offre des rimes variables dans chaque strophe, tandis que la deuxième introduit les mêmes rimes du refrain initial. La khartcha offre les mêmes timbres rythmiques du refrain de la muasaha, mais il faut tenir compte que malgré sa position, c'est-à-dire la position finale, et en fait khartcha en arabe signifie sortir, elle marque une grande partie de la métrique du texte. Comme bien le souligne le préceptiste arabe qui indique que le poète doit avant tout construire sa khartcha ou en emprunter une à un autre auteur. La khartcha introduit donc une opposition quantitative et qualitative, rhétorique et linguistique par rapport au reste du poème. Tandis que le sujet lyrique de la muasaha est un homme qui exprime ses sentiments amoureux ou qui, dans des cas isolés, fait le panégyrique de quelques princes ou nobles, celui de la khartcha est une femme amoureuse. D'autre part, la muasaha est écrite en arabe classique ou en hébreu, alors que les khartchas emploient les variétés vulgaires de l'arabe et l'hébreu de la péninsule ibérique, et dans quelques cas, ils sont parsemés de mots du dialecte roman de l'Al-Andalus, les mozarabes. Les premières khartchas sont des années 40 du XIe siècle, c'est-à-dire à peu près après les Carmina Cantabricensia qu'on vient de voir. Et celle qui a pu être datée avec plus de certitude est celle du poète hébreu Joseph le Scribe, composée avant l'année 1042. Il s'agit du texte numéro 2, dont la tradition est la suivante. Mon ami, d'avoir tant aimé, mes yeux sont cristallins, et maintenant ils me font très mal. C'est-à-dire, la jeune fille se plaint de la douleur qui lui a causé son amour et qui l'a fait pleurer. Au-delà des problèmes que posent les khartchas, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, elle reflète l'existence d'une société trilingue où cohabitaient des Arabes, des Juifs et quelques chrétiens, les Mozarabes, qui cependant sont imprégnés de culture arabe. D'autre part, elle prouve l'existence d'un lyrisme féminin qui, comme Elvira Ganguti et Peter Dronke ont souligné, remonte à une tradition culturelle commune dans laquelle la Méditerranée a agi comme syncrétisme de culture
orientale et occidentale. Et de plus, elle montre les possibilités stylistiques qu'offrait ces vers finales. Mais il faut dire que les Khartchas font partie d'une autre civilisation. Elles s'insèrent dans un genre qui a été créé, développé et diffusé au sein de l'aristocratie arabe. Et ce genre, en fait, s'expande très vite au nord de l'Afrique, en Égypte ou en Syrie. À l'exception de ces Khartchas et des textes médio-latins qui révèlent l'existence d'une tradition pré-troubadoresque et qui appartiennent à des ambiances littéraires homogènes qui stimulent la poésie lyrique, dans les autres littératures romanes, l'approche diachronique montre que les chansons de femmes émergent une fois que la lyrique courtoise se consolide et se diffuse. Il semble que l'élan troubadoresque a ouvert les portes de l'écriture à la totalité des manifestations lyriques. En fait, les premiers textes qui nous sont parvenus datent de la seconde moitié du XIIe siècle et à partir de cette date, la tradition se poursuit sans interruption jusqu'à la fin du Moyen Âge. La chanson des femmes est documentée dans toutes les traditions romanes, mais c'est vrai qu'elle a connu un sort inégal dans chaque lyrique. Et à son tour, chaque lyrique emploie cette structure pour l'adapter à son esthétique. Mais c'est ce qui arrive dans tous les genres. La voix féminine fournit les thèmes de l'écriture avec une singularité et un ton qui marquent les discours poétiques. Mais il ne faut pas oublier que cette voix est utilisée pour véhiculer la vanité et les valeurs de virilité du poète, qui très souvent soumet la femme à ses désirs et à la réalité tangible de l'amour. Un amour qui, dans nos textes, se fait réalité. C'est remarquable de voir la place tenue dans ces poèmes par la passion amoureuse. Et en fait, nous avons de nombreux cas où la jeune fille exprime explicitement l'effusion de l'amour éros. Il se trouve donc que la chanson de femme opère d'une façon plus suggestive à mesure qu'elle est moins conditionnée par l'éthique de l'amour courtois, qui dans la plupart des cas, et comme on le sait bien, représente d'une façon stylisée la tension du désir masculin, sauf dans des cas où l'amour hédoniste est atteint, ce qui arrive très peu. Guillaume de Poitiers, à ce point, il reste une exception. Par contre, nos textes amplifient l'angle d'ouverture de la fiction poétique par une attention exclusive au discours de la femme. Ici, il n'y a pas d'espace pour les tensions paradoxales du chant. Mais la souplesse de la chanson des femmes permet aussi de jouer avec la littérature qui l'entoure. Et c'est ce qui arrive, par exemple, dans la tradition qui se développe dans le centre et l'occident de la péninsule ibérique. Centre et occident de la péninsule ibérique qui, pour des raisons historiques, utilise pour la poésie lyrique les Galiciens portugais, ce qu'on appelle par convention les Galiciens portugais, mais qui, comme Tavani a dit, c'est vraiment les Galiciens. Et dans cette tradition que vous voyez ici, c'est-à-dire pas la cour d'Aragon, ici, où les troubadours employés aussi par une autre convention, l'occitan, et dans cette tradition, les textes sont utilisés comme un jeu calculé pour jouer avec les clichés courtois ou même pour faire une opération de marketing où la femme, il dit que son troubadour est le meilleur de tous les troubadours possibles. Jouer avec les clichés courtois, c'est ce qui se passe dans la chanson numéro 3 de vos photocopies.
Il s'agit d'une cantiga d'amigo dit portugais Jean Garcia de Guillade. Une chanson qui remet en question d'une façon ludique le lien commun de l'amour par amour. Lieu commun de l'amour par amour, qui était l'un des principes basilaires de l'esthétique courtoise, mais en ce cas-là, et en particulier de la cantiga d'amour, c'est-à-dire du genre équivalent à la canso provençale. Et le texte, c'est-à-dire une chanson à refrain avec des vers aussitôt, dit comme ça. À chaque fois que mon ami vient ici, ah mes amis, il me dit qu'il perd la tête pour moi et qu'il meurt pour avoir ma grâce, ma merci. Mais moi, je crois que ce n'est pas comme ça, parce que je ne le vois jamais mourir ni devenir fou. Et à la fin, le texte se conclut avec cette espèce d'envoi. On n'a pas la tornada dans les textes galiciens portugais où, comme vous savez, figurait le nom du protecteur du troubadour ou même le signal de la femme aimée. Et on dit dans cette tornada qui est la conclusion du poème, la femme dit « Et il ne me fera jamais croire qu'il meurt pour moi, sauf s'il meurt ». C'est-à-dire, on annule tout d'un coup la métaphore de l'amour par amour. Mais la chanson des femmes, en plus d'offrir des thèmes universels de la poésie lyrique, tels que la douleur ou la joie des mères, elle offre des thèmes qui lui sont propres. Les exemples abondent, mais j'ai choisi pour cette occasion une ballade italienne qui apparaît dans les Memoriali Bolognesi. Bon, et ça c'était la chanson d'Ami qu'on vient de traduire. Dans l'un des témoins qui l'a transmise, c'est le chansonnier de la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Et malheureusement, la poésie galicienne portugaise, nous n'avons pas de très beaux manuscrits parce que nous avons seulement un témoin des chansons d'amour qui est contemporain de cette poésie. Et après, tous les autres manuscrits sont des témoins tardifs qui ont été copiés à la Curie Vaticane par le célèbre humaniste italien Angelo Colocci, à une époque où la poésie s'était déjà dissociée de la musique et il ne fait que faire transcrire aux copistes les textes. Et c'est le texte que vous voyez dans cette colonne B. On revient aux Memoriali Bolognesi. Les Memoriali Bolognesi sont une collection de contrats publics et privés écrits par des notaires qui devaient les reporter dans les registres publics dans un délai maximum de 2 jours. Ils sont documentés entre 1265 et 1436. Les intervalles entre chaque texte ou les éventuels espaces en blanc laissés sur les feuilles étaient remplis par des dessins, par des proverbes, des prières ou des poèmes. Et parmi ces poèmes, il y a des textes très célèbres de Jacopo d'Alentine, da Guinizelli, Cavalcanti, ou les célèbres sonnets de la Garisenda, c'est-à-dire la tour de Bologne de Dante, et qui est celui que j'ai sélectionné pour cette diapositive. Et pourquoi on introduisait ce type de texte? C'est-à-dire parce que les espaces en blanc, ils étaient très dangereux dans un document public. Et alors, on introduisait bien ces dessins, bien ces textes, afin que les documents ne puissent pas être manipulés. À la fin d'un de ces contrats, datant de 1282, un notaire a copié la ballade que vous savez dans les photocopies, c'est-à-dire le texte 4,
et qui développe les thèmes de la jeune fille qui souhaite ardemment se marier avec son ami. Le texte, il dit « Maman, le temps est venu que je désire me marier avec un jeune qui m'a tellement plu que je ne peux pas te le raconter. » La réponse de la mère, c'est « Je te l'interdis immédiatement, ma misérable fille. Il me semble que tu es trop pressée de te marier. » Mère, j'ai le cœur passionné et le désir amoureux m'a conquis de telle façon que je voudrais avoir mon amant plus près que ma chemise. Bon, vous savez que la chemise à cette époque, c'était un sous-vêtement intime, non? Ce qui veut dire que la jeune fille désirait avoir son ami en contact avec son corps. Je voudrais être totalement nue avec lui et ne jamais me séparer de lui. Je l'enlacerais tellement que mon cœur se réjouirait. Ce conflictus, cette altercatio entre mère et fille, nous permet de signaler les recours au dialogue, technique cultivée surtout dans la tradition italienne et dans la tradition de la péninsule ibérique, un dialogue qui, à la différence des genres dialogués entre les troubadours, c'est-à-dire l'attenso et les jeux partis, offre des interlocuteurs spécifiques de la chanson des femmes. La mère, qui, comme nous l'avons vu, s'oppose presque toujours aux amours de sa fille, l'ami, quelquefois, et, chez les troubadours galiciens portugais, une amie confidente avec laquelle la jeune fille partage ses sentiments. Et à propos des interlocuteurs, il faut rappeler que dans des cas isolés, nous trouvons aussi bien dans les dialogues que dans les monologues des interlocuteurs fictifs. Les vagues, les célèbres vagues de Martin Codas, ou du texte Altasundas qui venaient sur la mer de la tradition occitane, le vent ou les célèbres fleurs du pin du roi Don Denis de Portugal, et tous ces éléments qui réconfortent l'amoureuse qui n'a pas de nouvelles de son amant. En plus de monologues qui sont en majorité et de dialogues, il faut aussi souligner que les poètes ont employé la technique nommée dans les traités de rhétorique narratio mixta, et qui de nos jours, et notamment après le structuralisme, a été définie avec une terminologie de plus en plus élaborée et que je vais simplifier de cette façon. C'est-à-dire le narrateur alterne son discours avec celui des personnages dont il reproduit les paroles au style direct. C'est-à-dire les poètes utilisent les mécanismes du narrateur omniscient dans ses diverses variantes, qui comprennent du narrateur au degré 0, par exemple, une jeune fille se plaignait et disait, au narrateur qui s'introduit souvent dans la fiction pour justifier sa présence sur le lieu de l'action et reproduire le discours de la jeune fille ou de la bergère qu'il a trouvé sur son chemin. Mais pas une bergère qu'on cherche à séduire comme dans la pastorelle. C'est seulement qu'on écoute les chants. Cette typologie a eu un succès particulier à partir du moment où le troubadour gascon Marcabru l'a employé dans sa chanson de croisade et surtout dans sa pastorelle, L'autrière Giostuna Sevissa, avec une finalité polémique, car il ne rencontrait pas de femmes légères comme avait rencontré le célèbre Guillaume de Poitiers. La matière poétique s'enrichit avec cette technique et les auteurs créent avec ces procédés des chansons d'étoiles ou des chansons d'histoire. Dénomination chanson d'histoire qui apparaît dans le Guillaume de Dole de Jean Renard, qui, comme on le sait bien, a été le premier à insérer des poèmes lyriques dans un contexte narratif. Les chansons d'étoiles, les chansons d'histoire, il s'agit de poèmes lyrico-narratifs qui jouent avec sa prétendue ancienneté comme un recours esthétique pour attirer le public.
Il s'agit de textes à refrain et construits de préférence en décasyllabes épiques. Ces textes nous présentent une jeune femme dont le nom est souvent fiché dans la formule stéréotypée « Bella Melotte »,« Bellidoine »,« Bellodoette », qui est en train de filer, de tisser ou qui se trouve dans un verger, dans les prés, sous un aubépin, pour exprimer sa douleur d'amour, bien que la fin de la plupart des chansons soit heureuse. Mais sur ces chansons d'étoiles, je ne m'arrêterai pas, étant donné que j'ai devant moi les meilleurs spécialistes sur le genre. Le narrateur omniscient est aussi employé dans un grand nombre de chansons de Malmarié. Chansons de Malmarié qui ont eu une grande fortune dans la lyrique d'Oïl. Ces chansons qui rationalisent et justifient l'amour courtois en donnant un accord au canon de la chanson courtoise, une étopée du mari jaloux tout à fait négative, et tout à fait négative qui justifie l'existence de l'amant. Dans ce cas, on a choisi une chanson anonyme, une chanson avec refrain, une chanson à citation, mais une chanson qui utilise cette technique d'une façon très particulière, parce qu'elle n'utilise que la technique avec refrain dans la première strophe, tandis que dans les suivantes, on répète toujours les mêmes refrains. C'est le test 5, qui, comme l'a démontré Spank, est une imitation métrique et mélodique digne des célèbres pastourelles du trouvère aragois Jean Erard. Notre test partage avec la pastourelle d'Erard les rimes C, D, E, que j'ai soulignées dans la diapositive, dans la première strophe, et, comme vous le voyez, même quelques mots sans rime. Même si notre test emploie les cobles singulaires, c'est-à-dire les timbres rythmiques et changent d'une strophe à l'autre, tandis que Erard préfère les cobles unisonance, c'est-à-dire les mêmes timbres rythmiques tout au long du test. Notre chanson de Malmarié dit comme ça: avant-hier, dans un prévert, vers le soir, j'ai trouvé deux dames d'une grande beauté, côte à côte, sous un coudrier. L'une était si jolie et chantait ainsi: j'ai dans mon joli cœur des amours qui désirent un ami et qui m'y font chanter. Jolie ne doit pas penser qu'à demander bon amour. L'autre a juré sur Saint-Germain, Saint-Paul, Saint-Gervais, qu'elle n'aimera jamais vilain, parce qu'ils sont méchants. Les miens, pleins de jalousie, ils me gardent, ils me guettent et ils m'espionnent. Tous les jours, ils me guettent, et si Dieu le veut, il sera cocu. Je le ferai crever. On doit huer le fou vilain et ainsi se moquer de lui. Pour conclure, comme on a pu le vérifier dans les quelques tests qu'on a vus et qui bien sûr n'épuisent pas les possibilités thématiques et formelles des chansons de femmes, les auteurs de nos poèmes emploient une rhétorique qu'on peut qualifier de facilis, l'ornatus facilis de la rhétorique classique. En fait, les métaphores et les allégories sont pratiquement absentes du corpus, tandis que le répertoire des figures comporte en abondance des figures de la répétition, de l'accumulation, des apostrophes, des interjections. Les lecteurs se trouvent en face des poèmes dépourvus d'obscurité sémantique et syntaxique, et donc ils n'exigent pas d'opération de décodification,
nous nous trouvons devant une praxis poétique qui n'offre pas une rhétorique satirée. Par opposition à la chanson courtoise, le poème est dépourvu de toute charge allusive et même de toute charge polémique. Il n'y a pas de signifié caché qui exige un deuxième niveau de lecture, pas de réflexion intellectuelle sur l'amour et sur le chant, pas de dialogisme entre textes avec une finalité dialectique. C'est une rhétorique simple, mais efficace, une rhétorique, au bout du compte, qui est accessible à tous. Ce n'est pas la frénésie des jeux métriques et rhétoriques qui ont la priorité dans les tests, pas la fleur inverse de Rimbaud d'Orange ou pas la cestine d'Arnaud Daniel, mais le développement des contenus véhiculés à travers la voix féminine et que le plus souvent celle-ci permet d'insérer dans la poésie lyrique. Rhétorique simple, sans doute, mais peut-être que cette simplicité faisait et fait le charme de ce texte. Merci. Merci, cher Pilar, d'avoir présenté de façon si magistrale un tableau aussi complet d'une forme littéraire aussi riche et aussi variée. Et quand nous en serons là, je n'aurai plus qu'à reprendre ce que tu as dit ou à le répéter. Au regard, avant d'ouvrir la discussion, j'attire votre attention sur le fait que ce que Pilar Lorenzo nous a très bien montré, c'est que, en relation avec notre sujet, parler au simple, c'est que ces chansons de femmes qui apparaissent partout, dans toute l'Europe, sous les formes les plus diverses, dans toutes les langues, en latin, dans toutes les langues vernaculaires, ces chansons de femmes, nous ne les connaissons qu'en position de contraste et comme de citation, en position de contraste au regard d'une poésie ou d'un monde qui est masculin, généralement, et qui se sent supérieur, et qui donc les cite, les exhibe, s'attendrit sur elles, en rit, enfin, mais avec un sentiment de supériorité. C'est leur usage dans les harjas, dans ces poèmes raffinés, dans une autre langue, là, qui les cite dans leur simplicité en conclusion et en pointe finale. C'est le cas dans les Carmina Cantabrigensia, qui en joue sur le mode de la plaisanterie. Vous voyez, vous avez vu là, dans Vene Dilectissime, discrètement, évidemment, Pilar a relevé la métaphore érotique, sicum clave veneris, mais la plaisanterie va plus loin, parce que veneris est la forme du verbe venio et est le génitif de Vénus. Oui. Donc si tu viens avec ta clé, mais clavis veneris, la clé de Vénus, on voit très bien, et la plaisanterie se trouve ailleurs. Il y a une pastourelle française où le chevalier fait des avances à la bergère qui répond non, on n'entre pas, Robin a la clé de la serrure. Et puis le chevalier entre tout de même, et elle conclut en disant le passe-partout vaut mieux que la clé, et mon ami revenait souvent dans les prés. C'est quelque chose qu'on trouve intéressant. Donc on en joue sur ce mode, mais on en joue plus encore sur le mode d'une sorte de passion et de sensualité mélancolique. Ou encore regard de supériorité, les chansons de toile conservées essentiellement citées par Jean Renard et citées soit pour faire rire quelquefois dans la bouche des chevaliers, par exemple la chanson de Belle Églantine, ah mais je suis enceinte, etc. C'est une parodie de chansons de toile. Et sinon, on les fait chanter par des femmes provinciales et naïves pour montrer qu'elles sont provinciales et naïves. De sorte que
si ces chansons de femmes nous apparaissent comme des chansons souvent particulièrement sensuelles, avec un aveu de la sensualité et un aveu de l'érotisme, c'est, me semble-t-il, parce que justement elles sont d'une simplicité affectée, hein. L'affectation d'une sensualité d'une sensualité qui peut s'exprimer soit de façon grave, soit de façon grivoise, comme dans les chansons de Malmarié citées à la fin, mais une sensualité qui ne cherche pas à se cacher, qui ne pense pas à se cacher. Et pour comprendre, d'ailleurs comme souvent, pour comprendre les chansons de femmes, il faut se reporter plus en aval dans la littérature française et regarder le personnage d'Agnès. Les chansons de femmes, c'est Agnès dans l'école des femmes, qui est à la fois, donc qui est toute simple et qui en même temps n'est pas aussi simple. Il m'a pris, vous allez être fâchés, il m'a pris le ruban que vous m'avez donné. Agnès a rencontré ce jeune homme. Elle sait très bien que ce qui s'est passé d'important dans sa vie depuis le départ d'Arnolphe, ce n'est pas que le petit chat est mort et que ce que pour nous Arnolphe, c'est pas seulement qu'il a pris le ruban, mais la simplicité se manifeste comme ça. Mais vous m'avez dit qu'il fallait se marier pour éviter le péché. Oui, mais comme femme, je prétendais vous prendre, et je vous l'ai fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous dire franchement, entre nous, il est pour cela plus à mon goût que vous. Avec vous, le mariage est pénible, et vos discours en font une image. Voilà. Mais là, il le fait lui si rempli de plaisir que de se marier, il donne le désir. Et que vous l'aimez, très très souris, je l'aime, et vous avez le front de le dire à moi-même, mais pourquoi il est vrai, ne le dirais-je pas. Et là, donc, vous ne savez pas que c'était me déplaire, moi, point du tout, quel mal cela peut-il faire. Et en fait, ce que nous voyons explicitement chez Molière, hein, c'est que la sensualité féminine se trahit à cause de la simplicité. Il a voulu la rendre idiote autant qu'elle se pourrait, et c'est ce qui se passe, hein, à cause de la simplicité. Eh bien, c'est ce que nous avons dans la poésie du Moyen-Âge. C'est un effet de contraste de l'ensemble plus raffiné et masculin dans lesquels sont insérées ces chansons, et cela montre ce que, je veux dire, la banalité que j'ai dit depuis le début, que ce discours au simple dans la littérature du Moyen-Âge, nous ne pouvons le saisir, nous saisissons à travers le discours des simples, et que ce discours des simples, c'est un discours rapporté, médiatisé par les non-simples. Et cela, vous voyez, enfin bon, je laisse la parole en finale à la salle. Au début, le Pilar Lorenzo a eu la très bonne idée de nous montrer le parallèle entre la célèbre chanson de femme, la chanson de croisade, enfin, chanterai pour mon courage que je veuille réconforter de Guillaume de Dijon, et la plus célèbre encore chanson de Bernard de Ventadour, si célèbre qu'il y en a une sorte de réfé de parodie scatologique au Moyen-Âge même, quand la Freggia ora venta. Et alors, elle a entré à partir du thème où il y a ce motif du vent qui souffle depuis le pays de l'Aimé, auquel le philologue belge Jean-Marie Deur a consacré un très bel article autrefois. C'est un spécialiste de la poésie galicienne, et qu'on trouve aussi dans la l'aube occitane en un verger solfoïla d'Albespis, un thème très répandu. Mais dans la chanson de Guillaume de Dijon, quand la laine douce vente qui vient du très doux pays, et s'il est qui m'atalante, volontiers tord mon vie, Deus me vie que je le sens par-dessous mon mantel gris, la douceur de l'image se termine en douce, si on veut, mais en sensualité. Elle sent
sur sa peau ce vent qui vient de là, et elle voudrait le sentir, lui, sous son manteau de fourrure, de petit gris, la même image qu'on trouve dans le poème de Guillaume Neuf, que Dieu me laisse vivre assez, que j'ai les mains sous son manteau. Et tandis que chez Bernard de Ventadour, quand la Freccia ora venta de vostro paese giaire mesque santa un vent de Paris, il n'y a pas du tout cette sensualité qui s'exprime directement. Il knows better que de dire comme ça directement à la dame qu'il aime ce qu'il a envie de faire. Tandis qu'elle, elle sait pas mieux. Enfin, elle, mais si le poème est du Haut de Dijon, c'est lui quand même. Mais c'est comme ça qu'on se le représente. Enfin bref, je suis trop bavard une fois de plus et j'invite l'assistance à réagir au bel exposé de Pilar Lorenzo.